Bonjour à tous et bienvenue sur The Seed, l'émission consacrée aux nouvelles technologies et à l'environnement. Je m'appelle Megan et voici Tristan. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons être vos hôtes pendant toute la durée de l'émission. Et d'ailleurs, Tristan, il me semble que tu as quelque chose d'intéressant. Tout à fait, aujourd'hui je vais vous présenter de nouvelles solutions pour remplacer nos pneus quotidiens et aussi vous parler du nouveau plus gros bateau du monde. On voit ça juste après. Oh, ça c'est intéressant. Et moi, je vais vous parler de téléphones qui sont censés être plus éco-responsables, mais qui font quelque peu polémique. Mais avant toute chose, il est important de remettre dans le contexte de l'émission. Faut savoir que l'objectif, c'est d'abord de vous énoncer un petit peu une actualité du moment, et ensuite d'en discuter avec vous. Je vois que vous êtes déjà dans le chat et ça fait plaisir. Salut à toi, Florigo. Aussi, Enik Lixpa. Je suis désolée si je prononce très mal ton nom, c'est forcément le cas. Et salut à toi Sushi, bienvenue à vous et j'ai hâte de discuter avec vous de tous les éléments, toi aussi j'imagine. N'hésitez pas de nous faire nos retours et de nous poser des questions en direct. Totalement. Et sur ce, on commence, c'est parti. Du coup, on commence tout de suite avec les innovations dans la pneumatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de pneus Michelin qui ont développé justement le concept Uptis, mais aussi de certains pneus Continental. Donc le pneu Michelin Uptis, c'est justement un pneu qui a été proposé en 2019 pour la première fois au salon de la mobilité durable Moving On. Et la petite innovation de ce pneu, justement, c'est qu'il n'y a plus du tout d'air à l'intérieur, ni de chambre à air. C'est seulement une bonne construction et une bonne armature du caoutchouc sous forme d'alvéoles qui viennent entourer justement le pneu. Et à partir de là, plus besoin d'air, tout se fait automatiquement avec le caoutchouc, l'amorti, la solidité, le confort et la sécurité. Ici justement l'idée de supprimer l'air, c'est pour aller à l'encontre de beaucoup de problèmes qu'on a déjà aujourd'hui à cause de ces chambres à air, notamment la crevaison ou alors les mauvaises pressions qui font perdre justement la qualité du pneu et l'use beaucoup trop rapidement. Et d'après eux, ça devrait arriver sur les routes d'ici 2022, pardon. Ça commencera seulement, pas tout de suite pour les particuliers. Ils vont d'abord essayer de les faire installer sur des gros camions, poids lourds, semi-remorques ou alors des machines de chantier en fait, parce que ces pneus, grâce à leur robustesse, vont pouvoir justement durer dans le temps pour ces machines qui nécessitent beaucoup plus d'entretien. Et en plus de ça, on pourra juger du mieux possible si ces pneus fonctionnent sur tous les terrains et en toutes circonstances. Sushi a posé une question, ça marche aussi pour les vélos? J'ai peur que pour l'instant la technologie soit pas assez précise pour les vélos, étant donné que le pneu est très fin sur un vélo, il va gagner en souplesse plutôt et peut-être va se déformer en roulant. En tout cas, c'est pas le problème pour les pneus qui sont du coup beaucoup plus larges et peuvent garder une stabilité, mais à voir, peut-être qu'on arrivera à faire cette innovation pour les vélos aussi, pourquoi pas. Si tu as quelque chose d'assez large, mais si tu vas en finesse, peut-être que ça marche moins bien. Alors aujourd'hui, c'est vrai que un pneu trop fin, ça fonctionnerait évidemment moins bien, mais dans toutes les nouvelles voitures qui sortent aujourd'hui, que ce soit voiture, camion ou autre, les pneus sont de plus en plus larges, ou en tout cas ont une largeur fixe. On fait plus de pneus fins comme on le faisait avant, parce que c'est beaucoup moins stable, ça accroche beaucoup moins la route, donc il n'y a pas ce problème-là justement sur les pneus de véhicules. Et au niveau de l'usure, parce que peut-être qu'on change moins souvent le pneu, mais est-ce qu'au niveau de l'usure, les matériaux utilisés sont plutôt intéressants? Alors, en termes de durée de vie, le pneu est identique à celui qu'on utilise déjà aujourd'hui. Justement, on va pouvoir économiser du temps sur l'anti-crevaison. Priorité aux personnes du chat, je vais dire la question de Max qui est est-ce que au niveau de la production, ces nouveaux pneus ne seront-ils pas trop énergivores? Ah, ça c'est intéressant comme question. Alors, c'est vrai qu'au moment de la production, le pneu va nécessiter plus de caoutchouc et plus d'armature qu'un pneu classique, mais c'est pas pour autant que à la fin de sa vie, il aura plus pollué. Comme je disais précédemment, le pneu va durer tellement plus longtemps que finalement le retour sur l'investissement et sur la dépense énergétique est vraiment avantageuse. Pour 100 pneus, en fait, quand on va appliquer ce processus, c'est 5 tonnes de matière économisée, c'est 6 tonnes de CO2 non jetées dans l'air, et ça représente à peu près 70% d'économie au final par rapport à des pneus qu'on produit aujourd'hui. Même si au moment de la production, le pneu d'aujourd'hui est moins énergivore. Sinon, dans les innovations de pneus, on a aussi Continental, qui a mis au point depuis 2016, un pneu fait à base de caoutchouc de pissenlit. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, le caoutchouc qu'on utilise venait toujours du même arbre, l'EVA, de la sève d'EVA à 100%. Et grâce à ce pneu de pissenlit, grâce à ce caoutchouc de pissenlit, justement, ça permettrait de faire de la production partout dans le monde, alors qu'aujourd'hui, les VA ne poussent qu'en forêt tropicale. Ça permettrait donc justement d'économiser énormément d'argent, énormément de temps et d'énergie sur le transport qu'on aurait du coup plus besoin de faire.
Continental est déjà en train de travailler sur cette nouvelle technologie. Ils ont eu les Awards de l'innovation et Award du Green Award du Salon international d'auto Mekia. Ça réduit du coup, comme je disais, les coûts et les transports. Et dans l'idée, l'Allemagne essaierait de produire de son côté cette nouvelle technologie et espère pouvoir remplacer 41% des pneus d'ici quelques années grâce à ce nouveau caoutchouc. Alors, moi de mon côté, je vais vous parler évidemment des téléphones qui sont totalement éco-responsables. Alors, ça s'appelle les Fairphone. Je ne sais pas si vous les connaissez déjà, mais c'est des téléphones qui ont la particularité de prendre en compte les conditions de travail des ouvriers et aussi d'essayer de réfléchir aux matériaux utilisés ainsi que le recyclage par la suite en fin de vie du téléphone. Alors, sur le papier, on trouve parfaitement cette entreprise incroyable et géniale, sauf qu'il s'avère qu'il y a quelques petites polémiques qui traînent par-ci par-là. La première et sur laquelle j'ai envie de me pencher avec vous et de discuter, c'est celle du fait qu'ils sortent un téléphone tous les ans. Et disons que de ce côté-là, on peut se poser la question de est-ce que c'est véritablement intéressant de faire ça, alors que d'un côté, on essaye justement de réduire la pollution et les déchets. Il y a aussi un autre élément, c'est que la plupart des téléphones sont réalisés par un sous-traitant en Chine, qui d'ailleurs fabrique aussi des Apple, des Samsung. Alors moi justement, ce Fairphone, je suis un petit peu partagé comme toi, et comme tu l'expliquais, aujourd'hui, ils font quand même concevoir leur téléphone en Chine, de la même façon que le fait Apple ou Samsung. Donc en fait, de ce côté-là, ils ne sont pas meilleurs qu'un autre. Oui. Mais est-ce que ça viendrait pas justement de leur petite taille aujourd'hui et dans lequel ils auraient vraiment de la difficulté à s'imposer face à ces monstres qui détiennent le marché? Même pas une question de taille, mais plutôt une question de logistique. Il faut savoir qu'il y a une grande entreprise au niveau des smartphones qui a essayé de s'installer au Texas et malheureusement le téléphone a fait un véritable flop parce que toute la fabrication, la mise en place du produit a demandé une logistique tellement énorme que c'était quasi impossible de le produire dans les temps. Eh oui, c'est vrai. Je pense que du coup, c'est peut-être aussi une des raisons qui fait qu'ils sortent un modèle par an. Peut-être que c'est le seul moyen qu'ils ont justement de garder la tête hors de l'eau quand ils sont incapables de changer complètement le système et de dévier de la façon de faire habituelle. Finalement, rester au même niveau que la concurrence tout en produisant un téléphone tous les 10 ans, ils vont tomber dans l'oubli bien évidemment. Donc c'est un risque qu'ils ne peuvent pas prendre. Sans compter que bien évidemment, il y a un problème financier. S'ils ne produisent pas de téléphone, il n'y a pas de sous qui rentrent. Donc c'est la meilleure manière de couler. Je vois qu'il y a une question dans le chat, donc priorité à vous. Le téléphone est tellement important dans notre vie de tous les jours, c'est ce que nous dit Max. Je ne suis pas sûre que les gens soient prêts à l'acheter s'il ne fonctionne pas bien, surtout vu le prix. Oui, ça, j'avoue que je suis assez d'accord. J'ai Nico qui nous indique « Je me demandais si ce téléphone pratiquera l'obsolescence programmée. Ça éviterait aux consommateurs de devoir changer de téléphone tous les ans. » Alors, ils ont un système, justement, qui vont faire en sorte qu'on peut changer, on peut ouvrir le téléphone et changer la batterie et tous les éléments à l'intérieur. Aussi, un point que j'aimerais relancer, c'est le fait que Samsung se met aux téléphones qui vont être beaucoup plus éco-responsables. Donc c'est une belle promesse, mais aussi la question à se poser, c'est est-ce que Fairphone peut faire le poids face à ça en fait? C'est vrai que si derrière les grandes marques déjà présentes sur le système se mettent à faire le même genre d'innovation que voulait faire Fairphone, Fairphone n'arrivera pas à suivre la course, ils ont déjà pris trop de retard et n'arriveront pas du coup à se relancer derrière Samsung. Ça serait incroyable que le Fairphone devienne un pôle de réparation en partenariat avec les autres leaders mondiaux. Ça, c'est vrai que ça serait intéressant. Du coup, on pourrait utiliser les composants d'autres marques dans les Fairphones. La grande question à se poser, c'est est-ce que les grandes marques seraient d'accord pour le faire? Moi, j'ai peur justement d'une chose avec ça, c'est que même si demain on arrivait à faire s'entendre Samsung et Apple, pourquoi pas, pour faire en sorte qu'ils utilisent le même leader de réparation que pourrait devenir Fairphone, il va aussi faire en sorte que les téléphones entre eux soient similaires. Parce que si on fait à chaque fois des nouveaux modèles, il va falloir de nouvelles pièces. Parce que les téléphones ne sont pas identiques. Et ça, par contre, pour aligner Apple et Samsung, ça va être compliqué. Oh oui, ça c'est une guerre de clans carrément. Alors du coup, moi je vais vous parler du Wonder of the Sea. C'est le nouveau plus gros bateau du monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, il fait 363 mètres de long. C'est plus que la Tour Eiffel. 40 mètres de plus que la Tour Eiffel.
on est là face à un beau bébé. Et Cocorico s'est construit en France depuis l'octobre 2019. Il devrait être terminé d'ici mars 2022 et pourra à partir de là voguer sur les mers. Mais le côté obscur que cache ce bateau est moins impressionnant. Ce bateau dépense 3,7 litres de fuel lourd tous les 100 km par personne. Ça représente 270 tonnes par jour. Et ici, on ne parle pas du samplon 95 que vous mettez dans votre voiture, on parle d'un fuel lourd qui est extrêmement toxique et qui n'est absolument pas filtrable. À côté de ça, on peut essayer de chercher des solutions. Il existe déjà les premiers éco-chips, pour l'instant il n'y en a que 3 ou 4, qui essayent d'être le plus écologique possible et plutôt que de s'alimenter au fuel lourd, ils vont utiliser du GNL, du gaz naturel liquéfié. Ça rejette un quart de moins de CO2 dans l'air, mais surtout 80% de gaz carboné en moins. Bien évidemment, dans le chat, si vous voulez discuter avec nous, vous êtes les bienvenus. Moi, en tout cas, ce que j'ai envie de revenir, c'est que le gaz naturel, je me demandais s'il est possible de le mettre à l'échelle d'un immense paquebot. Mais justement, aujourd'hui, c'est pas possible parce que ça dépense beaucoup trop. Comme je le disais, ça se compte en centaines de tonnes par jour. Et ça, malheureusement, ce serait beaucoup trop dépensé. Le problème, c'est qu'en fait, le fuel lourd qu'on utilise aujourd'hui dans les bateaux, si vous voulez, ça correspond au reste du raffinage. C'est-à-dire que tous les raffinages qu'on va faire vont nous servir, nous, dans notre quotidien. Et les restes les plus toxiques, c'est ce qu'on va utiliser dans les bateaux. Donc si on les utilise plus ici, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un nouveau déchet qu'on a sur les mains, il faut le gérer. Alors la solution, c'est clairement pas de le dépenser et de le rejeter dans la mer comme on le fait aujourd'hui, mais c'est un problème qui se pose et auquel il faut répondre. Ah, d'ailleurs, Florigo, ce magnifique bateau, il est là uniquement pour passer de bonnes vacances? Dans un sens, malheureusement, oui, c'est le domaine de la croisière, même si c'est une économie énorme étant donné les prix qui sont en jeu. Derrière ça, c'est vraiment une forme de pollution ahurissante gratuite comparée à l'économie et à l'argent que ça engendre. Et oui, parce que finalement, il y a beaucoup de pollution, mais qui peuvent être nécessaires, par exemple pour nourrir des personnes et tout. Là, on est face à une pollution qui est là juste uniquement pour profiter de bonnes vacances. Complètement. Donc bon, c'est pas terrible. Et d'ailleurs aussi, j'ai pu voir au travers de mes recherches qu'il y avait, comme tu as dit, des croisières qui sont considérées comme très responsables, dont par exemple la fondation Ponant qui a été élue par l'ONG, une certaine ONG qui a permis justement de voir que c'était la plus responsable actuellement. Je devine que tu as dû faire des recherches dessus. Je les ai vus passer justement et c'est vrai que tous ces éco-chips qui utilisent ou du gaz naturel ou d'autres types de fuel plus légers, on va dire, comparé au fuel lourd, ils essaient vraiment de faire le mieux possible pour essayer de nettoyer en fait justement leur domaine de travail tout en continuant à proposer leurs services. Ils proposent par exemple des filtres d'antipollution, ils vont proposer des énergies solaires directement sur le bateau, ils vont recycler l'eau de pluie, ils vont installer des composts, énormément de choses pour que tout ce qu'ils produisent à l'intérieur du bateau reste à l'intérieur du bateau. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, faites-nous vos retours. Ça nous intéresse vraiment. Exactement. En tout cas, on va partir sur la fin de l'émission. Nous sommes vraiment friands de tous vos retours afin de pouvoir améliorer l'émission. C'est la deuxième. Donc, vous voyez qu'on a déjà pas mal évolué depuis la dernière fois. Et évidemment, si vous avez des choses à nous redire, on est là pour ça. Si jamais vous avez des idées de chroniques, si vous voyez passer un article ou quelque chose dont vous voudriez qu'on parle, n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on puisse en parler dans la prochaine session. Et si jamais plus que ça, vous voulez nous aider à participer, idem, venez nous en parler, on essaiera de mettre ça en place. Donc vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir été présents pendant tout le long de l'émission. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.